bonjour Jérôme, bonjour Jean-Philippe. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de ce podcast qu'est les coulisses de la MRC. J'aimerais savoir, première des choses, c'est quoi votre poste exactement? Donc toi, Jérôme? Moi, je suis Jérôme Tremblay, je suis ingénieur de formation, puis je suis chargé de projet là, au service de génie de la MRC de la Matapédia. Yes. Moi, c'est Jean-Philippe Ferland. Je suis CPI, candidat à la profession d'ingénieur récemment. Là, ça fait une semaine que j'ai été embauché officiellement à temps plein à la MRC. Okay, mais tu avais déjà les pieds quand même dans la place. Là, yes, oui. J'avais fait déjà 3 étés que je suis stagiaire comme technicien. Puis là, c'est ça, je viens de commencer là, en titre d'ingénieur. Candidat à la profession d'ingénieur. OK. Puis, c'est quoi votre background en études dans ton cas? Je vais commencer. Dans le fond, moi, je commençais avec un cégep en sciences de la nature ici au CEMEC. OK. Après ça, j'ai fait un baccalauréat là, en génie des eaux à l'Université Laval. OK. Fait que, je suis pas en génie civil. C'est une formation légèrement différente de l'ensemble de mes collègues, mais c'est apparenté. Puis, c'est ça. Fait que 4 ans de bac en génie, puis après ça, ingénieur junior, ingénieur. Fait que là, OK. Tu t'es venu directement dans la région? Oui. J'avais fait mon dernier stage à la MRC, puis après ça, j'avais été embauché au mois de mai quand j'ai sorti de l'école. Comme Jean-Philippe. Ça fait-tu longtemps de ça? J'ai fini en 2011, donc oui. On est rendu là. Ça va vite. Puis à travers toutes les branches du génie, pourquoi génie des eaux? C'est quand même assez spécifique. Oui, c'est quand même assez spécifique. Le génie des eaux, c'était nouveau quand je suis rentré dans ce programme-là. C'était la 2e année du programme. Fait que c'était une branche du génie civil, dans le fond, qui mettait plus l'accent sur le traitement de l'eau, tout ce qui était aspect canalisation, tout ça, similaire à génie civil. C'était pareil, mais ça mettait l'accent sur l'aspect environnement, puis l'accès traitement de l'eau potable, traitement de l'eau usée, puis ça délaissait un peu la partie structure. Fait que les structures de bâtiment, puis tout ça, on a à peine survolé ça dans ma formation. Fait que c'est ça la différence entre le génie civil et le génie des eaux, à l'époque où je l'ai fait. Jean-Philippe, ton parcours? Mon parcours, ça a commencé à l'Institut maritime du Québec. J'ai fait 2 ans de formation, 2 stages comme cadet de marine. J'ai fait des stages à l'international pour me rendre compte que c'était vraiment pas ma place d'aller me promener ces bateaux à l'autre bout du monde. J'ai eu des expériences dans des zones de piraterie, des affaires vraiment. Ça fait des gros stress quand même dans ma vie. Là. Ça m'a fait changer assez rapidement de carrière. Là. C'était pas fait pour moi. Fait que moi, je suis aligné plus dans un projet d'études. Qui m'apporterait plus à être chez nous, là, présent, ma famille, tout ça. C'était plus dans mes valeurs, mettons. Fait que je me suis inscrit en génie civil à Rimouski, parce qu'avant ça, je m'avais fait une blonde à Rimouski. Puis parce que, faut dire aussi je suis natif de la Beauce, fait que c'est ça qui m'a accroché dans Matapédia. J'ai fini ma technique en génie civil en 2020 pendant la COVID. Puis ensuite de ça, je me suis réinscrit à l'université à Rimouski. On était à la 2e cohorte, un nouveau programme complètement là, à l'UQAR. Puis je viens d'être finissant là, cette année là, depuis 2 semaines. Fait que c'est pas mal ça mon parcours académique. C'est quoi le nom du programme à l'UQAR? Génie civil. Ah, OK, génie civil. Ouais. Je pensais qu'il y avait un autre terme. Non, c'est le nouveau qui l'offre à Rimouski. Moi, c'est un vrai programme de génie civil. C'est pas un nouveau programme. Non, exact. C'est parce que le génie civil n'était pas offert avant ça à l'UQAR. C'était génie mécanique, électrique et électromécanique. Mais ça faisait 2 ans quand je suis rentré que le génie civil est roulé. C'était un nouveau programme. On l'a rodé un peu, mettons. Okay. Qu'est-ce qui vous a intéressé quand vous avez pris votre décision d'aller étudier là-dedans? Écoute, moi, je me ramène là, à mon choix, là, de genre, tu t'en vas en génie, c'est un peu que tu veux savoir? Ouais. Écoute, je m'en allais en santé ou en génie, je le savais pas. J'ai fait une demande dans l'université, j'ai fait une demande en santé puis une demande en génie, puis j'ai dit, je vais aller dans ce que je t'ai accepté. Fait que je suis resté 5e de sa liste d'attente en santé, fait que je suis allé en génie. Mais il doit y avoir quelque chose qui te parlait quand même là-dedans? Les sciences en général. J'avais fait sciences de la nature, j'aimais autant la science de la santé que les sciences, disons, plus appliquées comme la physique puis ces affaires-là. Fait que, écoute, c'était un coup de dé, mon affaire. Honnêtement, j'avais pas la vocation avant de commencer. Là. C'est pas vrai que tu sais toujours ce que tu veux faire dans la vie. Là. Regarde, les chemins sont sinueux parfois. Fait que j'ai commencé en génie, puis j'ai accroché. Fait que, tu sais, au fil des cours, des stages, d'expériences de travail, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais ce domaine-là ou que j'aimais certains aspects de ce domaine-là, là, parce que c'est assez vaste, c'est assez large. Hein. Fait que c'est ça. Je ne le savais pas d'avance que ça allait être ça qui allait m'accrocher comme ça. Là. Jean-Philippe, au-delà du fait que tu étais dans
Dans un domaine que tu t'es rendu compte que ça ne convenait pas, qu'est-ce qui a fait que ça a été... Ben, il y avait une petite similitude que j'ai appris dans mon parcours à l'Institut maritime, c'était tout ce qui était positionnement, les GPS, puis le positionnement en mer, c'est complètement différent de la terre. Des fois, les GPS ne pognent pas, puis il y a toutes sortes d'affaires. Fait que moi, c'est la géomatique qui m'avait intéressé. Fait que là, je voulais m'inscrire comme pour être arpenteur géomètre, mais ça se donne pas, ce programme-là, à Rimouski. Mais qu'est-ce qui se rapprochait de ce domaine-là? C'était le génie civil. Fait que c'est ça qui m'a apporté en génie civil puis qui m'a vraiment accroché. Puis à la fin de ma technique, j'ai vraiment fait c'est ça que je veux faire. Puis on l'a continué au bac. Puis à la fin du bac, aussi encore super motivé. C'était vraiment ça ma branche. Là. Fait que c'est ça qui m'a mené dans le génie civil. Puis je veux savoir, c'est quoi votre quotidien? C'est quoi le rôle d'un chargé de projet? Ingénieur, chargé de projet. Ouais, c'est des beaux termes, mais qu'est-ce que ça fait? C'est quoi votre quotidien écoute, à l'MRC? On mène des projets. Des projets, c'est un terme assez général, là, mais tu sais, moi, dans mon rôle à moi, peut-être qu'après JP pourra parler, tu sais, dans le fond, nous autres, on travaille avec les différentes municipalités. Donc, on est l'ingénieur municipal de 18 municipalités là, de la MRC de la Matapédia. Fait qu'on part au départ à l'identification des projets. Dans le fond, on regarde avec eux autres c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs enjeux, au niveau de leurs infrastructures, les routes, les ponceaux, les canalisations, peu importe. Là, on regarde l'état de leurs infrastructures, sur quoi il y aurait besoin de travailler, sur quoi il y aurait besoin d'investir. Fait que, une fois que les projets sont identifiés, avec eux autres, on trouve le financement. Après ça, là, le projet comme tel commence, on va dire. Donc, on fait de l'arpentage, on fait des plans, des devis, on prévoit des travaux, des appels d'offres, de la surveillance de chantier, de la reddition de compte. Donc, on prend vraiment du début à la fin, là, de l'identification du besoin jusqu'à la reddition de compte à la fin du projet. Okay. Fait que c'est assez général. Fait qu'une journée, tous les projets sont pas rendus tous à la même place nécessairement. Là. Est-ce que des fois, vous travaillez un peu avec l'urbanisme, des choses comme ça? Parce que, j'imagine que quand c'est temps de faire une modification, mettons des routes, de quoi l'urbaniste doit avoir un peu un lien là-dedans? Ou pas nécessairement? Oui, puis non, pas nécessairement pour des routes, là, mais mettons pour... des développements. Ouais, disons, où nos chemins se croisent le plus souvent, c'est quand il y a des développements, des prolongements de réseaux, desservir un nouveau quartier, de nouvelles maisons qui sont pas encore existantes. Là, on travaille plus avec l'urbanisme quand on travaille à, disons, remplacer des infrastructures existantes. Donc, il y a une conduite d'aqueduc et d'égouts qui passe dans ta rue, il faut la remplacer, il faut la remplacer. Là, on ne changera pas le tracé de la rue nécessairement, puis toutes les composantes d'urbanisme. Fait que là, ça va être plus du génie à la base. Mais oui, on travaille en collaboration avec les inspecteurs, les urbanistes. On tombe sur des situations, on fait des rangs, trouve des situations non conformes dans le chemin, des situations un peu bizarres de conduite qui ne sont pas supposées être là, qui relient d'un bord à l'autre. Alors, on va travailler avec nos amis les inspecteurs pour essayer de régulariser certaines situations. Oui, ça peut arriver. OK. Ça fait que day-to-day, là, c'est vraiment changeant. Là. Moi, je trouve que les saisons font que notre journée, elle change beaucoup. Là. L'été, on va faire beaucoup de surveillance. Moi, plus comme technicien, technique. Les gars vont faire du chargé de projet. Fait que l'été, c'est le même. L'automne aussi. Mais après ça, on embarque comme dans des relevés d'arpentage. Puis là, on va chercher de la donnée pour pouvoir travailler l'hiver. Et rendu l'hiver, ça va ressembler beaucoup plus à de la conception, de la job un peu plus de bureau. Pour se préparer les documents d'appel d'offres qui vont en sortir au printemps. Puis ensuite de ça, on recommence à bout. Exact. C'est vraiment saisonnier, entre guillemets. Nos priorités changent de saison en saison en fonction de la température qu'il fait dehors. Parce que des travaux de construction... il n'y en a pas beaucoup qui se fait l'hiver. On travaille essentiellement l'été pour l'exécution des travaux. Fait l'ensemble de la boucle tourne autour de ça. Là. Comme tu disais, c'est vraiment toutes les étapes de l'accompagnement qui sont offertes, dans le fond. De l'identification des besoins, préparation de toute la paperasse, des devis, gestion d'appel d'offres, résultats d'appel d'offres, contrat. C'est vraiment... On fait exactement la même job qu'une compagnie privée, une firme privée. Là. On fait un accompagnement de A à Z avec les municipalités. On part d'une résolution municipale, qui a un projet, puis on va le mener à terme jusqu'à la réception définitive. Là. La municipalité, dans le fond, mandate le service de génie de la MRC pour faire tout ce processus. Oui, c'est ça. Ils nous mandatent au même titre qu'ils pourraient mandater n'importe quel film de consultant, de professionnel en biologie, en n'importe quoi. Ils en donnent des mandats de services professionnels à plusieurs types de professionnels. Nous autres, quand c'est des mandats qui touchent l'ingénierie,
puis qui sont dans nos cordes, là, parce qu'on ramasse pas 100% de tous les projets d'ingénierie. Là. Il arrive des projets où on ne soit pas nécessairement développer l'expertise qui c'est très pointu, ou c'est des méga projets d'envergure qui nécessiteraient tout notre staff, mettons, pour un seul projet, alors qu'on veut donner du service à tout le monde. Là. Ça fait que ça arrive des mandats qu'on ne prend pas nécessairement à l'interne, mais la majorité des projets d'ingénierie là, qui se fait dans la région, qui touchent le génie civil, disons, ben, les municipalités vont nous mandater, puis le processus va commencer. Là. Puis ça peut être quoi l'avantage pour une municipalité d'avoir ce service-là à proximité à la MRC? Ben, c'est financier surtout, je pense. Là. Vas-y. Au final, on offre le même service qu'une firme privée, mais sans profit. On est à but non lucratif, qu'on dit. Ben, c'est ça, veut dire. On diminue beaucoup les coûts des municipalités, les honoraires professionnels pour un service qui est de aussi bonne qualité. Puis même, je dirais quasiment meilleur, parce qu'on est sur notre territoire, on connaît nos municipalités, on connaît les enjeux et les singularités sur nos terrains. Exactement, c'était mon point que je voulais apporter. T'sais, notre connaissance des infrastructures en place. T'sais, quand tu es une firme et que tu arrives pour un mandat spécifique, ben, tu vas travailler sur le projet spécifique, tu vas regarder ce qui se passe, ton projet va être terminé, ça va être fini. On a la connaissance des réseaux existants. Dans le fond, justement, le fait d'avoir au début, là, quand je parlais de planification puis d'établir des besoins, les plans d'intervention qu'on appelle, dans le fond, connaître l'état des infrastructures, puis leur année de construction, puis les vieux plans, puis les dates. Fait que, on a la connaissance générale de base de leur infrastructure. Fait que, c'est facile après ça d'avoir une idée des répercussions que notre projet va avoir sur tous les autres aspects ou c'est vrai, il était arrivé ça dans tel autre projet, à telle place, à telle proximité. T'sais. Donc, on a la connaissance de base de leurs infrastructures. Et qui est un avantage nécessairement là, sur la qualité des ouvrages qu'on va réussir à faire. Yes. As-tu un exemple de projet d'envergure quand même que tu as eu à travailler dessus écoute, dans la vallée? Ben, on a fait dans les dernières années, mettons. Ben, moi, ça a changé quand même relativement beaucoup le service. Je suis arrivé, ça fait depuis 2011, là, fait que ça fait 13 ans que je suis là. Donc le volume d'ouvrages qu'on a fait a augmenté quand même pas mal là, au cours des années. Ça vient un peu avec les programmes d'aide financière qui sont disponibles aussi. Là, on ne se le cachera pas, les municipalités. Là. On travaille avec les aides financières des différents paliers de gouvernement et tout ça là, pour la réalisation de nos projets. Mais dans les dernières années, on a fait plusieurs projets d'infrastructure comme relativement importants, là, de plusieurs millions de dollars. Là. On a fait presque toutes les municipalités, je te dirais. On a fait à Cause-Abscal, on a refait là, plusieurs sections là, durant 2. On a refait à Saint-Vianney, on a fait beaucoup d'aqueducs égouts, on a refait... la Côte-Saumon, rang des pionniers. Côte-Saumon, on a fait tout ça, de la voirie. On a fait beaucoup de voirie dans les dernières années. Puis là, on a beaucoup d'aqueducs égouts aussi. Moi, quand je suis rentré, on faisait plus d'aqueducs égouts. Là, c'est plus la voirie. Là, ça revient l'aqueduc égouts. Ça change un petit peu aussi là, les besoins puis les projets. Là. Comme cet été, on a des projets d'envergure là, qui s'en viennent aussi là, en aqueduc égout là, dans plusieurs municipalités. OK. Fait que c'est beaucoup dans ce domaine-là, plus. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment c'est le créneau principal. Okay. C'est aqueduc égout, voirie, ponceau, route. T'es un peu dans ton domaine pas mal quand même, parce que oui. t'es étudié dans le génie... oui, génie des eaux. C'est une grosse partie du génie civil, je le disais au départ. Là, c'est aux 2/3 pareil. Là, puis c'est essentiellement là-dedans que je travaille. Là. Fait que, du bâtiment, on en fait un peu. C'est pas moi qui en fais. Le service en a déjà fait un peu. On a fait quelques casernes incendies, des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est pas la partie principale là, de nos mandats, là, je dirais. Puis ça a évolué comment? Tu parlais que ça avait évolué depuis 2011 un peu. Ben écoute, tout a évolué. Là. Les techniques ont évolué, les besoins ont évolué, l'envergure des projets a évolué. Okay. Puis quand je suis rentré, on était dans un cycle, disons, bas pour la construction. Là. On sortait de commission Charbonneau et tout ça. Les budgets étaient au minimum. Puis c'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de programmes d'aide financière. On faisait des petits projets. Puis c'était bien correct. C'était ça qui était le besoin. Puis à un moment donné, ben là, est ressorti les gros besoins en infrastructure, les déficits, les études. Les plans d'intervention ont amené justement à mieux connaître les infrastructures, pas juste de la MRC, mais de l'ensemble du Québec, puis avoir le déficit d'entretien qu'il y avait. Fait que là, ils ont investi de façon plus importante dans les routes, puis les réseaux, puis tout ça. Fait que, tu sais, est venu les programmes d'aide financière, est venu l'équipe a grossi, les besoins ont grossi. Là, fait que oui, on a fait plus de gros travaux d'envergure. Là, vous étiez combien quand tu as commencé, toi? On était peut-être 6-7, puis là, on était des fois l'été, on monte à 15. Là. On a doublé pratiquement. Là, en quoi, en 5-6 ans? Ouais, c'est ça. Mais écoute, depuis 2018, là, que je te dirais que ça a comme vraiment... Les programmes d'aide financière sont apparus de façon plus importante, puis les travaux
Puis vous êtes à l'affût de ces programmes-là. Comme tu le mentionnais, c'est des projets qui sont coûteux, Absolument. qui sont d'importance pour les municipalités. Fait que vous faites une veille de ce qui peut être disponible comme soutien financier pour que la facture ne tombe pas entièrement sur le contribuable ou sur la municipalité pour aider à payer les Absolument. projets. C'est des programmes d'aide financière, on les surveille constamment. On est toujours à l'affût des nouveautés, des changements, des modifications. C'est pour essayer d'aller chercher le plus de pas rentabilité, parce que c'est pas le terme, là, mais le plus d'aide financière possible sur les projets, parce que oui, tu as raison. Quand tu fais des pannes de route à plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs millions, quand la facture est redistribuée à 100% sur le contribuable, là, les municipalités sont pas capables d'absorber cette charge financière-là. Fait que, on est capable d'aller chercher des fois des projets à 75 à 90%, peu importe, là, dépendamment des situations. Mais oui, on essaie de profiter des opportunités, dans le fond, qui se présentent pour les municipalités, puis de les aiguiller vers les bons programmes, les bonnes demandes. Ça fait partie du mandat d'accompagnement là, qui commence les projets. Là. Faire une bonne gestion de quel projet aussi, j'imagine. Faire une cédule des projets pour essayer de maximiser les aides financières. Puis planifier. Exactement. Puis bien les planifier dans le temps aussi. C'est ça, à long terme. Pas faire une année où on fait 50 millions de travaux, on n'aura plus d'entrepreneurs de disponibles. Il faut essayer d'étaler dans le temps aussi pour essayer d'avoir des projets qui se réalisent là, dans le temps. D'étaler les projets, puis les budgets, puis les disponibilités d'entrepreneurs, puis ça, les réalités locales. Là, à un moment donné, ça a un impact. Là. Je suis curieux de savoir, dans l'équipe au service de génie, il y a une gang de techniciens, il y a une gang de chargés de projet essentiellement. Là. C'est quoi concrètement sur le terrain, dans le travail qui est fait, c'est quoi la différence entre le niveau technicien et le niveau chargé de projet? Je pense que je suis bien positionné pour... t'as les deux rôles. Moi, j'ai fait ma technique, fait que j'ai été technicien stagiaire pendant les 3 premières années à la MRC. Le technicien va surtout assister le chargé de projet dans sa conception. Quand on parle, mettons, vraiment de conception l'hiver ou la préparation des documents d'appel d'offres, on va faire du dessin, assisté par ordinateur, principalement. L'été, on va faire de la surveillance de chantier, beaucoup. On va être les yeux du chargé de projet. Le chargé de projet qui est l'ingénieur sur le terrain. Puis l'automne, je dirais que c'est beaucoup du relevé d'arpentage qu'on va faire aussi, mais toujours en collaboration avec l'ingénieur. L'ingénieur, lui, c'est plus le chef d'orchestre, on pourrait dire, dans les projets. Là. Il va s'assurer vraiment de la gestion complète là, des projets, puis de A à Z, puis tout tricoter le projet au complet. Puis, je pense que ça fait un bon tour. Oui, ben, pour les tâches techniques, je pense que tu les as bien écrits. L'ingénieur, veut pas, par notre rôle, par notre profession, on n'a pas le choix d'avoir un rôle de supervision là, de toutes les étapes. Il faut que toutes les étapes soient faites sous notre supervision. Il faut avoir un regard là, sur tout ce qui se fait pour pouvoir à la fin signer, sceller le plan de devis, le rapport, l'attestation, peu importe. Il faut avoir été là. Il faut avoir été là, soit par les yeux de notre technicien qui nous fait des rapports, des journaux de chantier. On va virer ça les chantiers aussi, évidemment. On ne reste pas assis dans notre bureau à fixer le mur. Là, une fois de temps en temps, on va voir ce qui se passe dans le vrai monde. Là. L'ingénieur, lui, il fait partie d'un ordre professionnel aussi. Il a une grande responsabilité de simplement assurer la santé et sécurité des citoyens. Fait que ça, c'est une tâche que l'ingénieur se doit de respecter dans son ordre professionnel, ce que le technicien n'a pas nécessairement. C'est pour ça que c'est l'ingénieur qui va prendre la responsabilité et qui va être imputable. C'est quelque chose qu'on entend des fois dans les milieux de « Ah ouais, ça prend un plan d'ingénieur, ça prend un devis d'ingénieur, ça prend une signature d'ingénieur. » Mais c'est parce qu'il y a une responsabilité au bout de Exactement. ça. Quand tu as passé et que tu as signé en tant qu'ingénieur, tu l'endosses, c'est ça. Tu prends la responsabilité, tu assumes la responsabilité. Je veux dire que ça a été vérifié puis que tu es sûr que tout ça est conforme à... Que ça a été fait selon les règles de l'art, là, qui est le terme utilisé. Mais tu t'assures que les relevés, c'est les bonnes choses qui ont été relevées au bon endroit, les bons points, que tout fit, que c'est les bons modèles qui ont été utilisés dans ta conception. Quand on parle de conception, c'est surtout les calculs. Tu sais, mettons que tu arrives pour faire un ponceau, je donne un exemple, tu fais les relevés, le cours d'eau, la largeur, ci, puis ça. Après ça, là, tu as des calculs à faire pour savoir c'est quoi le débit qui va. Le volume d'eau qui va traverser ton ponceau sur une période de récurrence, vas-tu t'assurer que tu as pris les bons modèles. Fait que, que ça a tout été fait selon les règles, puis à la fin, tu vas le signer, le sceller, puis tu vas dire, c'est vraiment tel diamètre de ponceau avec telle conception que ça prend. Là.
Puis dans une optique de sécurité, protection du public. Oui, changement climatique, protection de l'environnement, protection du public. Le développement durable fait partie des tâches de l'ingénieur. Et aussi tout ce qui est les règlements, les lois, l'ingénieur, il faut qu'il s'assure que ça soit dans les lois et les différents règlements. Oui, est-ce qu'il y avait un règlement sur la faune à respecter dans ce projet-là? Est-ce qu'il y avait un règlement du ministère de l'Environnement à respecter sur ce projet-là? Est-ce qu'il y avait un règlement du ministère du Transport à respecter? Peu importe, je veux dire. C'est sa responsabilité à l'ingénieur de tout valider ça là, dans le projet. Yes. Je me disais aussi, ça doit être important d'avoir un bon ingénieur qui est va être un bon chargé, surtout qui va être à l'affût justement de ces subventions-là. Tout parce que j'imagine que c'est une région que l'ingénieur dort au gaz un peu, ça se peut que les routes soient un peu moins en bon état. J'imagine parce qu'ils n'ont pas les moyens de. Fait que c'est-tu quelque chose, c'est une grosse partie de ta job, dans le fond? Oui, c'est une grosse partie de notre travail. Je dirais c'est une partie dans laquelle on a vraiment bien performé dans les dernières années aussi. J'imagine que le gouvernement ne vient pas dire « Hey, on a de l'argent pour toi! » Il faut que tu suives tes choses. Écoute, ils sont annoncés de plus en plus. Okay. Je te dirais que, rétrospectivement, il y a 10 ans, les programmes étaient premier arrivé, premier servi. Ouais. Et on était sur la coche. là, ils publicisent beaucoup plus, puis appel de projet, là, tout le monde en même temps. Là, rendre ça le plus égal possible d'une région à l'autre, uniforme de plus en plus. Là, fait que, oui. Ils priorisent plus, j'imagine, aussi selon le. Ils vont. Comme je te dis, le 10 ans, c'était premier arrivé, premier servi pour vrai. Là. Tu déposais, c'était à telle heure, tu passais avant l'autre. Mais maintenant, ils vont les pointer, ils vont les comparer entre eux, ils vont donner un pointage. Puis là, il y a 500 dossiers de déposés, ils vont tous les analyser. Puis ils vont les pointer, puis ils vont donner subvention jusqu'à temps qu'ils atteignent le budget aux 80 premiers projets. Peu importe, fait que c'est rendu beaucoup plus équitable au niveau du Québec, mais c'est ça. Regarde plus le nom, ça a fait pour savoir c'est qui a envoyé le projet. Alors, puis la minute, t'auras un chum, c'est un chum. Non, ça marche pas de même. Non, ça marche pas de même, non. Quand vous gérez des projets, quand vous supervisez ou en tout cas vous accompagnez des projets, c'est quoi les éléments dans le projet qui peuvent être des difficultés majeures, là, que ce soit en surveillance de chantier ou dans les préparatifs? Qu'est-ce qui peut faire que vous rencontrez des embûches? Qui peut faire qu'un projet soit difficile, disons? Mettons, tu es sur un chantier, puis c'est quoi qui peut accrocher, puis faire que, ça, on a la surveillance de chantier appelle l'ingénieur pour dire, là, on a un trouble. Je te dirais là, que l'aspect financier là-dedans là, est très important. Si, mettons, tu n'avais pas une enveloppe budgétaire suffisante, déjà là, en partant, ça part pas bien, tu sais que tu vas avoir probablement des problèmes dans ton projet parce que... Ou il y aurait eu une évaluation, dans le fond, qui aurait été à côté un peu. Ouais, ou une mauvaise évaluation lors des soumissions. Là aussi, tu peux te rendre compte que tu vas avoir des problèmes si l'entrepreneur n'a pas soumissionné assez haut, puis tu t'en rends compte, et que là, tu sais que tu vas avoir un projet difficile. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va apparaître des factures, pas des surcharges, mais des... Non, mais tu vas devoir être plus à l'affût pour pas que ça arrive. Pour garder ça. C'est ça. Fait que tu pourrais avoir plus de demandes comme ça, mais tu sais, c'est rare que ça arrive. Seulement, là, quand même plusieurs soumissionnaires, puis là, tu sais... C'est d'essayer de penser à tout aussi, parce que on joue dans la terre. Des fois, on est dans l'aqueduc égout. Tu penses avoir tout prévu, ton relevé, telle conduite, tu passes à telle place, ça passe là, ça passe là. Mais là, tu creuses, puis finalement, là, c'est tout plein de mails là-dedans. Puis tu sais pas. Non, tu sais où c'est que tu t'en vas, les mains sont là, mais tu arrives avec des conduites plus petits, diamètre, que tu te demandes c'est quoi que ça fait là. Des affaires là, il faut que tu ailles au fond des choses. Des fois, il faut que tu l'arraches, des fois, il faut que tu la reconsidères dans ta nouvelle conception. Puis là, ça peut shifter les coûts assez rapidement dans l'aqueduc égout. C'est vrai que les conduites non prévues, là, les vestiges du passé, on va dire ça comme ça, là, des vieux aqueducs de bois ou des affaires de même, là, puis là, tu te demandes, il coule de l'eau de là. Ça arrive de où? Ça sert à quoi? C'est pas supposé être là, mais c'est là. Tu peux pas juste dire on renterre le trou, puis tout est beau. Il faut la prendre en considération. Il faut pallier à faire des changements là, d'année au plein nombre de vie. Puis, Mais ça doit pas être évident, justement, en amont, d'être capable de tout voir venir ça. Forcément, il y a des choses Forcément, tu peux pas tout voir. On essaie de tout voir, mais tu vas en échapper. Là, on voit pas sous terre. Là, puis... Non, c'est ça. On n'a pas encore de rayon X pour ces affaires-là. Là. Fait que, forcément, avec l'expérience, tu en prévois beaucoup, mais il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des imprévus. Fait que c'est de les gérer le mieux possible. Puis justement, en étant présent sur le projet, puis en le voyant rapidement, en ayant des solutions à proposer aussi, en lien avec ces affaires-là. En étant rapide, ben là, tu n'as pas un entrepreneur qui attend avec qui s'appelle mécanique, son équipe, puis qui demande
qu'est-ce qu'on fait. Ben, c'est sûr que ça aide là, à éviter les mauvaises surprises et les surcoûts. Là. On parle-tu du petit running gag des squelettes? Non. On peut trouver toutes sortes d'affaires une fois que la pelle a commencé à creuser. Ça amène toutes sortes de complications. Moi, j'ai souvenir dans mes anciennes fonctions d'un dossier qui, étonnamment, était parti du génie pour en revenir à moi en développement culturel. Mm-hmm. Puis, c'est quand on dit qu'il faut penser à tout, il faut aussi penser à ça. Oui, les fouilles archéologiques. Là. Ouais. Puis, je me demandais aussi, c'est quoi la part de la technologie? Parce que je veux pas, votre métier, toi, ça fait depuis 2011. Mm-hmm. Donc, j'imagine que depuis 2011, tu as déjà vu une progression au niveau technologique. Absolument. C'est quoi un peu qui facilite votre travail là-dedans? Ça facilite, ça le change. Ça le change beaucoup. Ça le facilite, oui et non. Après ça, je peux y revenir, mais ça l'a changé beaucoup. Puis ta question est bonne. Quand j'ai commencé, puis je suis pas si vieux que ça. Non, c'est ça. Je sais que ça fait pas 30 ans que bon, c'est ça. Mais tu sais, on surveillait encore des chantiers d'aqueduc égout au niveau rotatif, là, tu sais, au niveau avec une mire, puis ces affaires-là. Les appareils robotisés, les GPS, les robots, c'était pas encore... Ça commençait. Donc, c'était pas encore monnaie courante sur les chantiers. Maintenant, ben, je veux dire, eux autres, ils sortent de l'école, puis ils ont juste vu ça. Puis même les entrepreneurs l'ont, puis même la machinerie là, d'intégrer. OK. Tu sais, fait que les bulldozers, les pelles mécaniques ont des systèmes robotisés d'intégrer. Là. Fait qu'ils rentrent eux autres même leur système 3D dedans, puis ils creusent. Fait que tu sais, ça simplifie beaucoup la vie, jusqu'à temps qu'il y ait un bug entre deux surfaces. OK. Entre celle de l'entrepreneur, puis celle du projet, puis que là, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça simplifie la vie, oui, jusqu'à temps que il y a eu une petite erreur d'une virgule quelque part ou un chiffre entre deux systèmes de coordonnées. Là, ben ça peut... Des fois, ça bug sur le numérique, mais là, il faut que tu reviennes à tes vieilles habitudes, tes vieux outils, mais il faut que tu saches te débrouiller dans les deux. Il faut que tu sois quand même capable de te débrouiller avec la vieille méthode de la règle, puis de la pente, puis des choses de base. Mais t'as pas besoin de sortir ta baguette de noisette, là, je sais pas trop, pour trouver des cours d'eau. Je te dirais pas que c'est pas encore utilisé à certains endroits. Là. Il y a encore de la détection avec des broches qui se fait. Mal pris, ça marche. Ah ouais, ok, je sais pas. Moi, non, mais oui, tu fais la blague, mais moi aussi, j'ai resté vraiment surpris la première fois que j'ai vu ça. Je me disais, quel sourcier, c'est ça? Mais non. Sourcier. Non, écoute. Mais ça se fait encore. Écoute, ça a une certaine valeur scientifique, mais ça peut aussi avoir ça marche avec les champs magnétiques. Fait que ça peut aussi avoir plein d'interférences. Fait que ça marche jusqu'à temps que ça marche plus. Mettons que ben mal pris, ça peut te sauver la vie des fois. Là, vous trouvez des conduites, des affaires de même. Mais... Il existe des appareils là, de détection de conduite, de détection de fuite. On en fait aussi. On n'a pas parlé. C'est une belle technologie de nouvelles, ça. C'est... Vite, là, c'est tu émets un champ électrique sur ton réseau en acier, en fonte. Okay. Puis ce champ électrique-là, il va faire un champ magnétique aussi. Puis après ça, à la surface, avec un autre détecteur, tu récupères le signal magnétique de la Terre. Fait que tu es capable de voir précisément ta conduite, elle est là, dans cet alignement-là, puis avoir une approximation de sa profondeur. Ça en est des nouvelles technologies qu'il n'y avait pas ça dans le temps. Au début, il n'y avait pas ça. Non. Dans le temps, à Véron, il n'y avait pas ça. Non, ça fait quelques années qu'on a ça, là, puis que c'est une tâche connexe. On fait charge de projet, on réalise des projets d'infrastructure, mais il y a plein d'autres choses autour. Là, mais justement, la détection de fuite pour les municipalités, on en fait quelquefois, des fois juste des coups de bonne fontaine en prévention, mais des fois, la municipalité nous appelle en disant là, je perds de l'eau, j'ai une fuite sur mon réseau, je le sais, mais il faut la trouver. Là. Ça et tout, ça fait partie de nos tâches, d'aller les appuyer là-dedans. Quand ça pète, on lance notre chapeau de surveillant des fois, puis on s'en va chercher des fuites d'eau pour les municipalités. OK. Et les localiser pour... les localiser, oui. Puis surtout... pour avoir des travaux. Oui, c'est ça. Orienter la municipalité à où il faut cacher. Des fois de l'appui aux travaux publics là, pour essayer de réparer ça. Ça aussi, c'est une science inexacte, par exemple. C'est plus exact que les baguettes, là, mais ça reste que... Il y a de l'incertitude parce que c'est enfoui dans le sol. Il peut y avoir d'autres choses. C'est du cherche trouve, mais tu vois pas. Mais... parce que s'il y a une fuite d'aqueduc dans la terre... des fois, tu as une résurgence. Des fois, tu vas avoir de l'eau qui va remonter à la surface, mais des fois, tu n'auras pas. Des fois, c'est déjà arrivé à le ramasser un ponceau proche
Okay. Alors, ça n'aura jamais ressorti au niveau de la terre. Fait que c'est bon. Tu vas voir, puis il ne coule pas d'eau dans aucun ponceau, sauf lui. Ah, bon, ben, OK, peut-être que. Tu essaies d'avoir plus qu'un indice. Là. Tu vas de l'écouter au sol, tu vas avoir de la corrélation, tu vas avoir le visuel. Des fois, à la limite, si un réseau est chloré, mettons, tu peux faire des tests de chlore sur l'eau, mais ça ne veut pas dire que le chlore, c'est pas désagrégé dans la terre. Fait que, c'est ça, il y a plusieurs indices, c'est une recherche. Quand ça va bien, là, tu fais le tour, mettons, de tes bornes de fontaine. On colle un petit aimant sur la borne de fontaine avec un casque d'écoute, ça amplifie le son. Puis quand tu es proche d'une fuite, tu vas entendre sciller. Fait que là, ça va nous dire, ta fuite n'est pas loin de là. Après ça, tu as un autre appareil qui est un corrélateur, que là, tu vas aller plugger ça en 2 bornes de fontaine, puis ça va analyser ton son. Mettons qu'il est exactement au centre. Ton appareil va savoir que ça te prend tant de temps à aller à la balise A ou tant de temps à la balise B. Il fait des calculs rapides, là. C'est un ordinateur, puis là, il peut être capable de dire précisément au mètre près, là, hey, là, ta fuite. Fait que, mettons, dans le meilleur des mondes, là, pour trouver une fuite d'aqueduc, rapidement, c'est ça. Tu fais l'écoute des bornes de fontaine, puis ensuite, tu fais une corrélation, puis pouf, la fuite est là. Mais c'est pas toujours facile. C'est un bel exemple. C'est facile sur papier, ça a l'air facile. Mais... faut que tes tuyaux soient en fonte, parce que le PVC, ça atténue le bruit, puis là, tu as des réparations, puis là, des fois, tu penses que ton réseau il est fait de même, mais il n'est pas en tout fait de même, parce que ça fait des années que ça a été fait, puis on a perdu la trace de comment ça a été fait, ou il peut y avoir bien des affaires. Tu sais, à une époque aussi, ça devait être des messieurs de la voirie qui faisaient ça, qui... Fait que, tu sais, eux autres, ils gardent sûrement pas de traces de tout, là, tu sais. Non, ben, c'est ça. C'est un gros exercice qu'on a fait, justement, là, dans les années 2014-2015, là, remettre à jour les plans, là, basés sur tout l'historique, mais tu sais, il y a de l'historique qui était manquant, donc on a fait le mieux qu'on pouvait, disons, là, avec l'information la plus à jour disponible. Donc, on a remis à jour les plans de réseau avec les âges de construction, puis les matériaux, puis les diamètres, tout ça. On a fait ça dans ces années-là. Mais oui, il y a des municipalités où c'était dans la tête des gens qui n'étaient plus là. C'est ça. Fait que là, c'est difficile, ça, là, aller rechercher cette information-là. Là. C'est quoi dans votre secteur d'activité les gros enjeux actuellement puis à venir dans les prochaines années? Là, je vais vous amener dans une grande évaluation du secteur global du génie, mais qu'est-ce que vous voyez en venir comme enjeu? Je vais même poursuivre dans ce que je parlais là. Je disais qu'en 2015, on avait commencé à travailler fort à remettre à jour la base de données, disons, de ce que les municipalités avaient au niveau de l'aqueduc égout. Mais tu sais, c'est la gestion, ça a un nouveau terme maintenant, ça s'appelle la gestion des actifs. Là. Fait que c'est le prochain grand chantier municipal, donc de connaître tes infrastructures, pas juste d'aqueduc égout. C'est tout ce que les municipalités possèdent, leurs routes, leur flotte de véhicules roulants, leur parc informatique, l'aqueduc égout, les ponceaux, connaître tous leurs actifs. Les bâtiments. Les bâtiments, exactement. La valeur que ça a, les valeurs de remplacement, les durées de vie utiles, ces affaires-là, ça s'appelle la gestion des actifs. Ben, c'est probablement le prochain grand chantier là, des 10 prochaines années dans le monde municipal. Mettre à jour ces bases de données-là, ça va être la première étape. Après ça, ben, les utiliser dans la gestion courante là, des municipalités. Là. Cette donnée-là qui va pouvoir en être. Dans une optique d'entretien, de remplacement, de pleine utilisation. Tout ce que tu dis là. Oui, exactement. Du day-to-day, entretien, à planifier le remplacement, à planifier le développement, à planifier les investissements. Les finances, de l'aspect financier, on revient toujours. Hein, mais c'est le nerf de la guerre là, au niveau des municipalités. Là. Mais cette connaissance-là, justement, peut aider à prévoir et à atténuer les chocs quand il y a une grosse... Tu vas beaucoup mieux connaître tout ce que tu as dans ton réseau. Tu vas pouvoir mieux évaluer le coût de qu'est-ce que tu possèdes réellement. Puis il est rendu où dans son cycle de vie? Là? Tes infrastructures, sont-tu toutes à bout d'âge ou sont toutes récentes? Sont faites en quoi? C'est quand que tu dois prévoir de les remplacer. Puis après ça, tu peux comparer, mettons, le budget que tu dois investir temps par année. Puis présentement, ton budget... Ben, suis-tu sous-financé, whatever. Fait que tu prévois une planification à long terme beaucoup. Ça, c'est le prochain grand chantier, je te dirais, au niveau de l'ingénierie municipale, mettons. Puis j'imagine, tu sais, des fois, il faut surveiller des investissements à faire avant que ça devienne un gros investissement. C'est-à-dire que des fois, s'il y a un entretien à faire quelque part qui n'a pas été fait, peut devenir un très gros investissement plus tard de remplacement. Absolument. Écoute, tu touches un beau domaine, le domaine de l'entretien, tu sais, dans le monde municipal. Il y a des théories là-dessus, justement, là, que chaque dollar en entretien te permet d'en sauver peut-être 6, 7, 8. C'est souvent, ça tourne autour de 8 dans la littérature, mais tu sais, en remplacement. Là, mais quand est-ce qu'il faut que j'aille l'entretenir versus pour stopper sa dégradation? Fait que, oui, c'est des choses qui rentrent dans l'analyse du cycle de vie puis la gestion des actifs. Est-ce que je vais aller mettre un peu plus d'argent en entretien, qui est à retarder un petit peu mon remplacement?
Mais c'est ça. Ça, c'est de la gestion d'actifs, justement. Là. Puis la notion d'entretien est vraiment importante là-dedans. C'est très complet, la gestion des actifs. C'est sûr que c'est important pour les municipalités parce qu'après ça, les revenus d'une municipalité sont limités. Si tout est à remplacer en même temps ou si tout est à entretenir en même temps, ben là, on fait quoi? On monte les taxes, on va chercher d'autres subventions. Ils sont où les solutions pour être capable de payer ces choses-là? Ben là, t'as raison. une façon de prévenir et de prévoir. Une stratégie, justement, d'entretien, exactement. d'emplacement. Il y en a plusieurs réseaux qui ont tous le même âge dans une municipalité, là, qui ont été faits toutes la même année. Aujourd'hui, on ne voit pas nécessairement ça. Les infrastructures coûtent très cher, donc c'est rare qu'on construit des kilomètres de réseaux la même année, mais on a des réseaux qui ont pratiquement tous le même âge. Mettons, ils ont tous été faits en 1976, ils ont tous été faits en 1985. Ben, ils vont arriver à bout d'âge en même temps, là, ces rues-là. Là, fait que c'est d'être capable de planifier ça, cette fin de vie utile, puis débuter le remplacement des fois un peu d'avance. Là, c'est ça. Ou le planifier notamment. Là. Même si des fois, théoriquement, ça pourrait durer plus longtemps, mais c'est comme, mais si on fait tout ça en même temps dans 5 ans, ça marche pas plus. Ça va faire partie des réflexions à avoir. On n'est pas rendu là. Un réseau qui a été fait en 85 n'est pas rendu à bout d'âge. On s'entend. Je vous rassure tout de suite. Mais ça reste que c'est des enjeux auxquels, à un moment donné, on va avoir à faire face. Puis en faisant une plan de gestion des actifs, on va le voir venir bien plus concrètement. Là. On va voir que beaucoup d'infrastructures vont venir des U8 en 2030. Ben, on va pouvoir prévoir plus d'avance. Puis là, c'est un enjeu global, mais je comprends que vous êtes déjà au service de génie proactif là-dedans. Oui, absolument. On a amorcé une démarche là, en lien avec la gestion des actifs avec toutes nos municipalités là, depuis, je dirais, 1 an. Là, on est en mouvance, on est en sensibilisation, en formation. On le voit, là, ça vient du ministère aussi, mais ça vient également du service de génie, ça vient d'un peu partout. Là, je n'ai pas inventé ça, que c'est le prochain chantier municipal au Québec. Là. C'est ça. Mais oui, on a amorcé là, le virage là, tranquillement là-dedans. Là. C'est un travail de longue haleine, j'en s'entend. Là. Ça ne se fera pas en claquant des doigts. Mais oui, on a débuté ce processus-là là, avec nos municipalités. Moi, j'ai une question juste comme ça qui me passe par la tête. Là. Mettons exemple, là, on parle d'un tuyau en fonte là, qu'on met dans l'eau pour un aqueduc. Ce genre d'affaires-là, ça peut avoir une durée de vie de combien de temps? Parce que tu sais. C'est plein de petites questions. Ouais. Il y a différents types de fonte. OK. Ouais. Il y a de la fonte grise, il y a de la fonte ductile. Les deux n'ont pas la même durée de vie utile. Okay. Puis la fonte grise, dépendamment de l'année qui a été faite, elle n'a pas nécessairement la même durée de vie utile. Okay. Il y a tous des tableaux, dans le fond, là, au niveau des durées de vie estimées. Mais, mettons que tu as mis ta conduite de fonte dans un sol super agressif, elle n'atteindra peut-être pas sa durée de vie estimée. Ouais. Alors que si elle est dans un beau sol, relax, tranquille, peut-être qu'elle va surpasser sa durée de vie. Ça reste une estimation. Mais pour en venir à ta question, la fonte ductile, c'est 60 ans? Je sais pas, autour d'une soixantaine d'années, 60-70 pour la fonte ductile, puis la fonte grise, ça peut aller jusqu'à 100 ans, mais ça peut être vraiment moins aussi. Souvent, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le PVC. Et lui, c'est 100 ans de durée de vie utile. OK. C'était beau à voir, Jérôme, l'excitation qui a passé. Une question sur les tuyaux. Ben non. Ça m'amène à une autre question. C'est quoi que vous aimez le plus dans votre secteur d'activité et dans votre job? Moi, personnellement, dans ma job, c'est tricoter des projets, répondre à tout plein de petites problématiques, tout plein de singularités que chaque projet a, qu'il faut que tu amènes une solution pour toutes ces petites singularités-là. Tu mets ça ensemble, tu essaies de faire le meilleur projet possible qui correspond aux objectifs là, de la municipalité, puis respecter tes coûts, puis avoir la meilleure solution. Là. C'est de chercher, de se questionner vraiment, à trouver ce qui est le mieux pour tous nos projets qu'on fait. Puis on en fait beaucoup des projets. Là. C'est ça qui me challenge, que j'aime beaucoup. Là, moi, avoir des projets qui marchent bien. Oui, mais aussi, on voit après ça la réalisation de nos projets. Là. C'est le fun. Puis c'est une autre chose que j'aime beaucoup à MRC, c'est qu'on travaille local. On voit nos projets, on se promène sur la route, puis là, je sais moi qui a fait ce sponsor-là, ou qui a conçu ce sponsor-là, qui a fait la surveillance. Ce rang-là, c'est moi qui ai fait la surveillance sur la voirie, puis là, t'es comme... tu travailles vraiment pour ta population, les citoyens de la MRC. Ça aussi, c'est vraiment... C'est une motivation, là. Moi, à part les tuyaux. À part les tuyaux. Non. J'aime faire de l'enseignement, en fait. J'haïs pas ça, justement, jaser, puis donner de la théorie un petit peu aux municipalités là, sur les types de tuyaux. Ça oui, ça tombe un peu dans mes cordes. Mais j'aime bien la relation humaine. Moi, je suis un peu différent de mes collègues qui aiment beaucoup régler les problèmes techniques. Là.
Moi, j'aime bien les relations humaines qu'on développe avec les municipalités, les relations de collaboration, de travail, de justement identifier les projets, puis travailler avec eux autres à aller chercher les différentes sources de financement, monter les montages financiers, trouver des solutions créatives des fois pour jumeler un programme puis un autre, puis trouver une façon de le rendre possible, le projet, avec eux autres. J'aime cette partie-là de mon travail, là, de la planification avec eux autres. Puis c'est ça. On peut faire de l'enseignement, de l'éducation. C'est ça. Ça, c'est la partie qui vient le plus me challenger puis que j'aime le plus. Je fais quand même du technique, je fais quand même des plans, des devis, des projets, des appels d'offres, de la charge de projet. Mais c'est la partie qui vient le plus me chercher, c'est la partie là, relation là, avec les différents acteurs. Puis dans ton passé de technicien, Jean-Philippe, c'est quoi qui t'allumait quand tu avais des mandats comme technicien? La surveillance que j'ai beaucoup aimé, là, parce que ça te permet tellement de... C'est la meilleure école. Le technique, là, c'est d'aller sur le chantier concrètement, puis de voir, observer, puis faire tes journées, accompagner l'entrepreneur, puis les ouvriers. Là. C'est vraiment... C'est la meilleure école. Fait que c'est ça qui m'a vraiment challengé, puis que j'aimais le plus dans mon parcours de technicien. Puis aussi, j'étais à l'école, fait que je pouvais juste voir le côté surveillant à temps plein, parce qu'après ça, je retournais à l'école. Fait que je touchais moins à la conception, puis mettons les dessins, le relevé d'arpentage. Puis c'est quand même... Ça, c'était des choses que j'aimais peut-être un petit peu moins aussi, mais la surveillance, c'était le top. Là. C'était tellement... il peut tellement t'arriver d'affaires aussi là, sur un chantier, c'est fou. Là. Fait que non, c'est très... Ça aussi, ça développe les skills sociales. Ouais. T'as pas le choix. Ah oui, aussi, ouais. Quand tu fais pas juste parler à ton papier. Parce que là, des humains. T'as les entrepreneurs qui sont là, t'as les citoyens aussi qui peuvent venir te voir, parce qu'on fait le rôle entre la municipalité et le citoyen. Là. Fait que des fois, le citoyen, il peut avoir une plainte ou un commentaire sur les travaux ou des questionnements. Fait que nous autres aussi, on fait le lien, puis on va expliquer ou prendre en note la plainte puis la faire suivre. Là. Ça, c'est une autre partie de la surveillance que des fois, c'est social. Là. Ça peut toucher quoi, un commentaire d'un citoyen par rapport à un chantier? Ça peut être à propos de quoi? Pourquoi vous faites un faux sang en face de chez nous? Ça, c'est la grosse question qu'on se fait beaucoup poser. Là. Puis là, il faut expliquer que c'est pour le drainage de la route, une meilleure stabilité du chemin. Puis aussi, les règlements municipaux, ils permettent une longueur X de ponceau ou de calvette, là, comme on dit. Puis c'est pas plus que ça, sinon c'est des dérogations ou il faut faire la demande à des inspecteurs, ainsi de suite. Mais ça, c'est la grosse question là, qui revient souvent. Oui, c'est ça. Des fois, il faudrait tout réparer, mais sans rien changer. Ouais, ça, Ou je vais avoir accès à ma cour pendant que vous éventrez le chemin puis que vous faites l'aqueduc égout. Là, je vais avoir accès chez nous. Oui, mais tu n'auras pas de l'asphalte tout de suite. Il faut faire les travaux. Là. Mais tu sais aussi, on est là pour aider et trouver des solutions pendant qu'on va faire les travaux, qu'est-ce qui vous accommoderait, puis prendre des ententes, puis des fois, il faut faire des modifications en lien avec qu'est-ce que le citoyen apporte comme commentaire, puis c'est pas toujours négatif. Là. Le citoyen apporte souvent des bonnes idées ou des bons on n'a pas pensé à ça. Encore là, on peut pas tout savoir quand on se lance dans un projet tout d'avance, puis on s'ajuste au fil du temps. On fait des modifications à nos projets, puis on s'adapte. Oui, mais c'est ce que tu disais, là, que le citoyen, il faut travailler avec lui, dans le fond, là, parce que c'est lui qui habite là. Puis il connaît probablement beaucoup plus le terrain que nous autres. Fait que, de plus en plus, justement, là, avant les projets, surtout dans le milieu d'enseignement urbanisé, on va rencontrer chaque citoyen avant pour voir, bon, ici, tu sais, quoi qui se passe, comment ça marche, votre entrée, votre galerie, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Y a-t-il des enjeux? Fait que, on le développe de plus en plus, ça, justement, là, la collaboration avec les citoyens, les résidents du secteur. Des fois, juste comme, hey, l'eau, elle s'accumule là le printemps. Absolument. Là, on n'est pas là tous les jours sur le terrain. Fait que là, tu fais comment, OK, mais c'est peut-être cette partie-là, il faut drainer. Des fois, on a des bons cues c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Il faut faire de quoi pour ça. Il faut remédier à la situation pour pas que ça y arrive encore la même problématique qu'il y avait. Parce que on ne l'a pas vu, mais le citoyen, lui, il est là à tous les jours. Au moment où il y a eu lieu le relevé, puis la visite terrain, puis si ça, la problématique n'était pas apparente, des fois, on ne peut pas le savoir. Donc, oui. Il n'y a pas des citoyens qui sont là au bout de la ligne tout le temps pour dire comme, hey, mettons justement, il y a l'eau qui s'accumule là, ou ils font pas là pour ça. C'est pas le job de surveiller la voie publique. Puis c'est quoi le bout de tough là, un peu les gros challenges que vous avez, à part on parlait du financement tout le temps là, qu'il faut courir après là, mais sinon il y a l'environnement.
Oui, ben les changements réglementaires, on va dire ça comme ça, parce que l'environnement... Puis les nouvelles réglementations sont de plus en plus serrées, si on peut dire, mais c'est correct aussi d'un certain point. Il faut s'ajuster, puis nos devis, nos plans, nos méthodes de travail en chantier, il faut que ça change pour le développement durable et prévenir des effets néfastes là, pour l'environnement. Puis c'est ça, la réglementation est de plus en plus rigoureuse. Et rigoureuse. Puis ça, je ne veux absolument rien contre. Je veux dire, on s'entend, on ne peut pas être contre la vertu. Non. Par contre, des fois, c'est ça, c'est les changements rapides au niveau de la réglementation pour lesquels on n'a pas nécessairement le temps de faire les ajustements assez rapidement. C'est ça, c'est des difficultés. Sinon, ben justement, il y a des modifications des fois qui sont plus ou moins applicables, puis que là, c'est un petit peu un dilemme de dire, là, on le fait parce qu'il faut le faire, mais après, c'est ça. Fait que là, bon, on va le faire, fait qu'il faut respecter la loi, puis on va l'appliquer. C'est ça. Mais, il faut faire des suivis aussi des fois, là, directement avec le ministère ou l'éleveur. Non, c'est ça. Bon. Fait que ça. Il y a des enjeux, c'est souvent lié à ça, là, les différentes réglementations puis les changements de réglementation en cours, des fois en cours de projet. Des fois, tu as commencé un projet, puis tu avais telle exigence, puis le projet, pas toujours juste des projets sur 1 an, des fois les projets sont sur 2, 3, 4 ans. Là, en cours de projet, la réglementation a changé. Oh, OK, là, il faut réajuster la conception, puis réajuster ci, puis réajuster ça. Puis là, ça fait que je déplace un poteau de téléphone ou d'électricité. Fait que tu sais, là, les changements successifs là, en cours de projet, là, ça, c'est les plus grosses difficultés là, qu'on doit affronter. OK, mais merci beaucoup d'être passé, nous jaser, nous parler de votre métier. C'est vraiment intéressant. C'est pas évident. Non. Mais moi, je me disais, on va parler de quoi? Mais finalement, il y a plein de choses à parler. Je pense qu'on aurait pu en faire un autre. Moi, c'est des collègues à moi depuis longtemps. Puis on connaît pas bien nécessairement ce que vous faites. Puis, dans une saison 2, on vous réinvite pas. Pour nous autres, c'est comme. En tout cas, pour moi, je suis comme. Colin, on parlait de quoi? Là? Mais, non, c'est vraiment super intéressant. C'est un peu ça le but du podcast, justement, que le monde apprenne à découvrir c'est quoi votre job, c'est quoi l'ampleur de votre travail aussi. Fait que, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous, c'était bien agréable. Yes.